Merci, chers séfoutistes, de nous regarder. Vous êtes en direct sur toutes nos plateformes digitales. Et dans le cadre de cette première production de notre émission, Aftakan, après la phase de groupe qui a livré le verdict, les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la 33e édition de la CAN sont connues, les affiches également. Mais cette CAN est pleine de surprises. Elle est pleine de surprises avec la qualification des petits poussets et l'élimination brusque et soudaine de l'Algérie avec 4 buts encaissés, un tout petit but marqué, 0 pour cette équipe qui est rentrée chez elle alors qu'elle était venue à ce rendez-vous avec beaucoup d'ambition, l'ambition de décrocher le précieux sésame pour une deuxième fois consécutive. Bien en a pris les Fennecs de l'Algérie. Nous en débattrons tout le long de cette émission avec notre consultant Yvan Kamoua. Avec lui, nous allons épiloguer sur d'autres sujets d'actualité, mais véritablement, nous allons mettre le pied dans la fourmilière pour ce qui est des combinaisons de ces huitièmes de finale. Merci de nous rester fidèles. On va prendre un break avec le concours de la technique avant de revenir en plateau pour véritablement faire une analyse objective sur la suite de la compétition. Merci de nous suivre en direct. Alors Yvan, merci, bien le bonjour, bonsoir. Merci, bonsoir et salut également à tous nos internautes que je suis content de retrouver une fois de plus ce soir. Content de retrouver les internautes et aussi cette CAN qui n'arrête pas de nous donner assez de surprises. On va peut-être pas en faire comme notre première thématique, mais l'effervescence est à son comble. La qualification de la Côte d'Ivoire, l'élimination de l'Algérie. En un mot, avant de prendre véritablement le fil conducteur de notre émission. Je pense que cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, à mon avis, pose les contours des scénarios qu'on a souvent observés ces dernières années dans cette compétition phare de football sur l'échiquier africain. C'est-à-dire qu'il y a du jeu, il y a de l'enjeu et il y a des surprises, des équipes moins attendues qui répondent présent, d'autres équipes très attendues qui ne répondent pas forcément aux faveurs des pronostics. Ouais. Mais tout ceci, c'est pour servir le suspense de cette compétition, c'est pour servir le prestige et la notoriété de cette compétition qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que jusqu'ici, l'édition camerounaise ne déroge pas à cette règle-là. Et vous avez parlé de l'édition camerounaise. Vous nous amenez justement à vous emboîter le pas. Puisqu'on parle du Cameroun, on va donc évoquer la situation des Lions Indomptables. Et quand on se projette à travers nos rétroviseurs sur les 3 matchs joués par les Lions Indomptables à Olembe, on se rend compte qu'au bilan des statistiques, c'est 3 rencontres jouées, 2 victoires et un petit match nul. On peut se dire que cette statistique est flatteuse ou alors, de façon objective, les Lions mériteraient ne pas trembler pour la suite de la compétition. Dit que les Lions ne devraient pas trembler, je ne le dirais pas, autant, mais à côté de ça, je ne dirais pas non plus qu'il y ait des motifs d'inquiétude ou alors qu'il y ait péril en la demeure dans cette tanière des Lions indomptables. L'objectif pour cette phase de poule était de terminer premier. Je pense que l'objectif a largement été atteint, même si sur cette dernière rencontre face au Cap-Vert, on aurait espéré que le Cameroun fasse carton plein. Mais les autres équipes ne sont pas également venues en balade ou en victime expiatoire dans cette compétition-ci. S'ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, cela signifie qu'ils ont des arguments à faire valoir. Ce qui naturellement s'est vérifié sur cette dernière rencontre face au Cap-Vert, qui malgré le fait qu'on est mignon, s'est fait rejoindre au score, mais derrière l'équipe a quand même su faire preuve de caractère pour maintenir au moins ce match nul-là et s'assurer la première part de cette compétition synonyme de maintien du côté d'Olembe pour poursuivre la compétition. On sait que c'est un site sur lequel on a déjà un certain nombre de repères, on s'est acclimaté avec un certain nombre de détails par rapport aux infrastructures, par rapport à l'environnement de la compétition, et ce qui naturellement serait un plus pour la suite de la compétition. Donc je ne pense pas que il y ait des motifs d'inquiétude, même si par ailleurs je pense qu'il faut éviter de verser dans l'excès de zèle ou alors l'excès de confiance, parce que désormais on va aborder les tours qualificatifs, les tours à élimination directe, et on sait que généralement dans cette phase d'élimination directe, si toutes les équipes jouent leur va-tout, puisque
l'équipe, par exemple, du Comore qu'on va affronter, c'est sa première participation en Coupe d'Afrique des Nations, donc elle n'aura rien à perdre, ce qui naturellement va l'amener à aborder cette rencontre-là dans une certaine décontraction, avec une certaine insouciance. Et on sait que des équipes qui conjuguent généralement ces deux facteurs-là, à savoir l'insouciance et la décontraction, peuvent créer des surprises. Donc je pense que ce sont là des motifs qui doivent amener l'équipe du Cameroun à rester concentrée pour pouvoir véritablement aborder cette phase des huitièmes de finale avec tout le sérieux qui s'y a à cette étape de la compétition. Alors, je le rappelle, les Lions Indomptables, pour ceux qui nous prennent à l'instant, pour ces 3 matchs, ils ont par 2 fois remporté et par une fois se sont fait une colle. C'était face au Cap-Vert, au stade de Olembe à Yaoundé. On va pas se projeter pour ce qui est de l'affiche des huitièmes de finale. Nous avons justement une épilogue sur notre conducteur. Au moment donné, on va parler de ces huitièmes de finale. Mais alors, de plein, techniquement, vous avez une expertise avec, on le sait. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter comme plus-value pour que cette équipe du Cameroun soit à la fois convaincante et conquérante? Avant de parler des points qu'il y a améliorés dans cette équipe, tu me permettras de relever quand même les points de satisfaction qu'il y a eu sur ces 3 matchs, de poule. Déjà, on a vu une équipe camerounaise qui a su faire preuve de caractère en inversant la vapeur par 2 fois contre le Burkina Faso et contre l'Éthiopie après avoir été mené à chaque fois pour finir par l'emporter au final. Généralement, les équipes qui parviennent à aller au bout d'une compétition sont justement des équipes qui savent faire montre d'un certain caractère. Et sur ces phases de poule, le Cameroun a démontré qu'elle était une équipe avec du caractère. Maintenant, je soulignerai également le potentiel offensif du Cameroun. On a quand même réussi, alors qu'on entamait cette compétition avec quand même des doutes sur notre secteur offensif. On sait que depuis la prise de fonction d'Antonio Conceição, ce n'est pas le secteur de notre jeu qui marche le mieux. Et même historiquement, le Cameroun n'a jamais eu des générations, même dans les éditions où on a été champion d'Afrique, des générations qui étaient très flamboyantes sur le plan offensif et qui gagnaient des rencontres, pas des scores fleuves. Or, sur cette phase de poule, on a quand même réussi en 3 matchs à inscrire 7 buts. Le Cameroun est la seule équipe qui tourne avec une moyenne de buts supérieure à 2 sur cette phase de poule-ci. On a terminé avec la meilleure attaque, 7 buts inscrits, avec le meilleur buteur jusqu'ici de la compétition, Vincent Baka, 5 buts, qui égale déjà en termes de total le total du meilleur buteur de l'édition dernière, alors que là, on est qu'en phase de poule. Pour moi, ça fait partie des motifs de satisfaction. Maintenant, évidemment, tout n'a pas été parfait sur cette phase de poule, notamment nos entames de match qui ont parfois été poussifs. On a sur 2 matchs concédé l'ouverture du score avant de réagir derrière. Et je pense que le Cameroun, sur cette phase de poule, a démontré qu'on a parfois un retard à l'allumage, lié peut-être à un déficit de concentration, ou alors peut-être dû au fait que les joueurs n'avaient pas encore totalement digéré la mini-préparation d'avant-compétition qui avait été faite, parce qu'on a vu que sur le match face au Cap-Vert, ça a été l'inverse des 2 premiers matchs face au Burkina Faso et face à l'Éthiopie. Et pour moi, ça fait partie des éléments qu'il faudrait absolument corriger, ou alors continuer sur la lancée de la deuxième rencontre où on n'a pas cette fois-ci concédé l'ouverture du score, même si derrière on s'est fait rejoindre au score. Maintenant, je parlerai également de notre milieu de terrain. On a vu que sur les 3 matchs, Antonio Conceição a 3 fois débuté les rencontres avec une triplette au niveau du milieu de terrain différente. Ça veut dire que ça se cherche encore un petit peu dans ce milieu de terrain-là. Les automatismes, la triplette complémentaire se cherche encore dans ce milieu de terrain. Zambo Anguissa, qui était attendu comme étant le métronome de ce milieu, le véritable leader ou alors taulier de ce milieu de terrain-là. Régulateur de jeu. Voilà, régulateur de jeu. Pour l'instant, il tarde à afficher des performances qui sont au niveau des attentes qu'on plaçait en lui avant cette compétition-là. Pour moi, ça fait partie des éléments qu'il va falloir à tout prix améliorer sur cette phase d'élimination directe, parce que pour moi, j'imagine mal un Cameroun qui veut aller au bout de cette compétition-là sans avoir un grand Zambo Anguissa, parce que quoi qu'on dise, à l'entame de cette compétition-ci, c'est quand même un des meilleurs milieux de terrain sur l'échiquier africain, mais ça reste aussi un des joueurs les plus attendus qui, pour l'instant, a un petit peu déçu. Maintenant, je parlerai à côté de ces 2 éléments d'un 3e facteur, c'est
le comportement collectif de notre équipe. On a parfois vu, généralement sur des premières périodes, un bloc camerounais pas toujours discipliné sur le plan tactique. Je pense que pour la suite de la compétition, et j'espère que l'encadrement technique a pu saisir les 7 jours ou les 6 jours qu'il y a entre notre dernier match et le prochain match en huitième de finale pour pouvoir travailler un certain nombre d'automatismes sur le plan tactique collectivement parlant, parce que pour moi ça fait partie des éléments qu'il va falloir absolument corriger si on veut espérer faire montre d'un meilleur visage lors des prochains huitièmes de finale. Oui, mais depuis l'entame de cette compétition, les médias, nous-mêmes y compris, on parle beaucoup de l'effectif. On ne parle pas trop de Tony Conceição. Je voudrais justement qu'on en parle à l'instant, puisque dans votre argumentaire, vous avez évoqué le fait que Tony soit encore, entre guillemets, en train de se chercher pour trouver véritablement le squelette de son équipe. Et on se rend compte justement qu'il est encore à tête chercheuse au niveau de la complémentarité de l'axe central, au niveau des milieux de terrain. En attaque, c'est presque ça. On sait que nous avons Aboubacar Vincent et Kaltoko et Kambi qui peuvent être palliés dans le cours de jeu avec soit Clinton Dié ou Bassogog. Mais est-ce que ça ne nous rappelle pas un phénomène, celui de 2017 avec Hugo Bros, qui n'avait véritablement pas une équipe, Ivan, mais dans sa tête chercheuse, arrivait néanmoins à résoudre les équations qui se présentaient devant lui. Est-ce que ce n'est pas dans ce coup d'essai que Tony Conceição se lance à présent pour une grande compétition comme celle-ci? Non, je pense que contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, Antonio Conceição a entre ses mains un groupe qu'il maîtrise plus ou moins. Observez que vous le pensez vraiment avec des essais que nous constatons? Oui, bien sûr. Je vais y arriver. Dans mes explications. Vous constaterez que le groupe des 28 qui a été amené dans cette compétition-là, la plupart des joueurs, excepté peut-être Clinton Dié qui a disparu des radars de la sélection à un moment, le petit Enzo Ebosse qui découvre la sélection nationale sur cette Coupe d'Afrique des Nations aussi, ou dans une certaine mesure Jean-Efala Kongep qui n'était pas présent si ce n'est sur ces derniers regroupements. Si la plupart des joueurs ont fait au moins une sélection sous l'ère Antonio Conceição. Ça veut dire qu'il a convoqué des joueurs qu'il avait déjà vus en sélection nationale au moins une fois et donc il estimait qu'en fonction des profils de l'un ou l'autre des joueurs qu'il a convoqués dans cette équipe, pouvoir lui apporter certaines choses sur cette compétition-ci. Après, il faut également noter que pour la plupart des grandes nations, dans les grandes compétitions, ces phases de poule servent généralement de tour de chauffe. C'est la période où j'estime que les sélectionneurs ont encore un peu de marge de manœuvre pour pouvoir essayer des choses, parce qu'une fois la phase des poules franchie, vous n'avez plus beaucoup d'espace pour pouvoir tester des choses. Du coup, Antonio Conceição, je pense dans son esprit, a également eu conscience de cela et c'est ce qui l'a amené à essayer une ou deux choses. Il ne faut pas oublier que l'équipe n'a pas eu l'occasion de jouer des matchs de préparation. Ça a certainement impacté dans les choix de l'encadrement technique par rapport justement à un 11 titulaire. Maintenant, il faut se dire que si on va dans une compétition avec 28 joueurs, ça veut dire qu'on estime que chacun des 28 joueurs peut apporter quelque chose à un moment donné de la compétition. Et il est toujours bien, avant d'entamer des phases à élimination directe, d'avoir concerné le maximum de joueurs possible dans la compétition, c'est-à-dire d'avoir essayé de donner du temps de jeu, fût-il aussi petit soit-il, mais que la grande majorité de vos joueurs quand même aient déjà goûté au saveur de cette compétition. Cela empêche que dans des phases couperées, comme cela va être le cas à partir des huitièmes de finale, que vous ayez des joueurs qui soient absorbés par la pression de la compétition, parce qu'ils vont découvrir la compétition à un moment où la pression elle est beaucoup plus grande. C'est ce qui, à mon avis, peut justifier que d'un match à l'autre, ou alors sur les 3 matchs, Antonio Conceição a toujours effectué des changements dans chacune des 3 rencontres. Maintenant, le dernier facteur qui peut justifier ces multiples changements au travers des rencontres, c'est qu'il faut être d'accord qu'une rencontre ne ressemble pas à l'autre.
Les entraîneurs vous diront généralement qu'on prend un match après l'autre et les réalités d'une rencontre ne sont pas forcément les réalités d'une rencontre donnée. Les difficultés que l'Éthiopie peut vous poser ne seront pas forcément les mêmes difficultés que le Cap-Vert peut vous poser parce que les équipes n'abordent pas les rencontres dans le même état d'esprit. Les équipes n'ont pas la même philosophie de jeu. Donc, en fonction de tous ces éléments-là, l'encadrement technique fait également des choix au niveau des hommes pour répondre aux difficultés a priori que l'adversaire peut vous poser. Donc d'un match à l'autre, on peut observer des changements et c'est ce qui, à mon avis, au-delà des autres éléments que j'ai évoqués, peut justifier que sur cette phase de poule, si l'encadrement technique est décidé de rôder un petit peu l'effectif et d'effectuer quelques changements d'un match à l'autre. Voilà, un changement d'un match à l'autre avec le concours de la technique. Nous allons avoir des réactions, celles de Baoken, Stéphane et de No Tolo pour la suite de la compétition. Ces derniers restent objectifs. Écoutons et regardons-les. C'était une reprise, on a mis beaucoup d'intensité, tout le monde avait beaucoup d'énergie, on a fait un très bon entraînement et on a hâte de pouvoir continuer à rester concentré sur le match qui arrive. On reste concentré, le coach nous a demandé de rester concentré, nous a demandé de rester déterminé. Nous-mêmes, entre nous, lors de certaines discussions, on sait qu'on doit rester déterminé, on doit rester concentré. On sait que là, on arrive en huitième de finale, ça passe ou ça casse. Sur le plan personnel, j'ai d'abord, dans un premier temps, essayé de faire un bilan de toutes ces phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc voilà, ça s'est bien passé. Je pense que nous avons fait du bon boulot, on s'est qualifié, on a eu 7 points, on a voulu avoir 9 points et voilà. Le plus important, c'est de faire le bon boulot, on l'a fait, comme je le disais tantôt. Et voilà, maintenant nous sommes dans une phase de huitième de finale qui est le top-sort, comme on le dit souvent. Et on espère pouvoir faire les bonnes choses et rester dans l'objectif de pouvoir porter la Coupe d'Afrique. Ouais, c'était bien, on a vu les gars motivés sur le plan mental, il y avait la haute intensité comme vous avez vu. Je pense que chacun de nous est conscient de ce qu'on a eu. On a eu une visite familiale hier et je pense que chacun a vu sa famille. C'est ce qui nous a permis d'être au top niveau. Ça nous a vraiment boosté le moral et nous sommes vraiment très contents par rapport à ça. Ouais, le prochain tour, les huitièmes de finale, ça s'annonce vraiment très rude. Comme je le disais tantôt, on a vu de l'intensité. Nous savons tous que ce n'est pas une compétition facile. Il y a plus de petites nations sur le continent africain. Nous sommes prêts sur le plan physique, mental et on a eu la visite du ministre des Sports aujourd'hui. Il a essayé de nous booster le moral et je pense que nous sommes prêts à porter ces huitièmes de finale. Plus que jamais confiants, nous avons suivi la réaction de ces deux perles camerounaises, dans un premier temps Baoken et dans un deuxième temps No Tolo. Ils sont confiants pour la suite de la compétition, d'autant plus rassurés le reste du groupe et les Camerounais que nous sommes. Je pense qu'il y a de quoi être confiant. C'est une compétition qu'on a la chance de disputer à domicile. On a eu la possibilité, à travers ce qu'on a montré sur le terrain, d'arracher la première place de ce groupe-là. Ce qui nous évite un voyage pour ce huitième de finale et donc une adaptation nouvelle et une acclimatation nouvelle, même si on est au Cameroun. Il fallait, parce que là, il fallait aller au sud-ouest, parce que le deuxième, notre sous-poule. Voilà, donc ça aurait été complètement différent. Et je pense que là, la confiance qui anime ce groupe actuellement, on l'a ressenti, on l'a entendu à travers les réactions de Baoken et No Tolo. Pour moi, cette confiance, elle est logique, elle est légitime. Quelque part, les joueurs essaient également à leur manière de se motiver et d'estomper la pression qui peut être inhérente à une telle compétition, à l'enjeu qui sied à cette étape de la compétition. Donc, je pense que c'est un groupe du Cameroun qu'on va voir, à mon avis, très motivé et qui, naturellement, sera poussé par son public, d'où l'avantage de jouer à domicile. Je le disais dans mes propos liminaires que c'est une Coupe d'Afrique pleine de surprises. On va évoquer les autres surprises, mais celle d'abord sur laquelle nous allons marquer un premier arrêt, c'est la surprise de la qualification des Comores pour la première participation. Cette équipe a déjà
pourquoi pas remporter dans le fighting spirit un précieux sésame, c'est de cette requinqueur morale, de cette qualification en huitième de finale, les Comores. Les Comores Yvan, pour les Camerounais, pour la plupart, ils se disent, ah tiens, ça va être une partie de plaisir. Ils voient déjà les Lions en quart de finale. Devrait-on être aussi confiant que cela laisse transparaître dans le visage des Camerounais? On a le droit d'être confiant. C'est notre droit, c'est notre liberté absolue d'être confiant. Mais attention de virer de la confiance à l'excès de confiance qui n'est jamais loin de la condescendance vis-à-vis d'une telle équipe. Je vais peut-être vous surprendre. Pour moi, dans cette phase de poule-ci, cette équipe des Comores est l'équipe qui m'a le plus séduite. Elle n'a pas terminé premier de sa poule, mais quand vous regardez la production de jeu qui est celle de cette équipe-ci pour une première participation en Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a qu'à voir le dernier match qu'ils font contre le Ghana. Ils mènent 2-0, ils sont rejoints au score, mais derrière, ils réussissent à aller quand même chercher la qualification face à une équipe quand même hautement expérimentée des Black Stars du Ghana. C'est une équipe, quand vous la regardez jouer, elle va toujours vers l'avant. C'est une équipe qui ne sait pas refuser le jeu, même quand en face il y a une adversité conséquente. Je l'ai encore vu lors de la rencontre face au Maroc, même si elle a perdu cette rencontre-là, en termes de qualité, dans le contenu, c'est une équipe des Comores qui démontre quand même beaucoup de choses. Donc ceci étant, il va falloir faire très attention côté Cameroun. J'espère que du côté de l'encadrement technique, ils vont multiplier les séances vidéo qui vont permettre justement de décrypter, d'analyser et de découper le jeu de cette équipe des Comores pour permettre aux autres joueurs de bien comprendre comment est-ce que cette équipe joue et donc de pouvoir mettre sur pied une stratégie qui va pouvoir la mettre à mal. C'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe des Comores. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous croisez dans une telle compétition une équipe comme celle-là, je peux vous dire que pour les Comores, leur compétition elle est déjà réussie parce que pour une première participation, réussir à se hisser en huitième de finale dans une poule où on avait le Maroc 2 fois champion d'Afrique, le Ghana 4 fois champion d'Afrique, ce n'était pas du tout donné au départ. Donc ils ont déjà presque réussi leur Coupe d'Afrique des Nations, ce qui signifie qu'ils vont a priori aborder ce huitième de finale avec beaucoup de décontraction et de décontraction, mais pas forcément de la démobilisation, parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe du Comore, elle a quand même une dent contre le Cameroun. Je vais vous replonger dans les souvenirs de la qualification pour la Coupe d'Afrique 2019. On sait qu'on s'était qualifié de justesse lors du dernier match à Yaoundé face à cette même équipe du Comore, même si on avait gagné à l'époque 3-0, mais on sait qu'on est passé pas loin justement d'être éliminé pour la qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations par cette équipe du Comore. Donc elle va certainement arriver dans cette confrontation-là revancharde. Donc attention, sur le papier, le Cameroun part avec l'avantage des pronostics. En termes de potentialité sur le papier, le Cameroun a largement les moyens de réussir sa qualification face à cette équipe du Comore. Mais il faut être prudent, il faut rester concentré parce que je pense que c'est une équipe qui va nous poser beaucoup de problèmes dans le jeu. Oui, beaucoup de problèmes et surtout, nous voulons rassurer les internautes qui sont un peu confus de quelques images. On va parler un peu de diplomatie dans notre émission, la diplomatie de sport Sarine. Et on se rappelle que le président de Comores, Azali Assoumani, était au Cameroun pour motiver son équipe. Il a été reçu en audience par le chef de l'État, Paul Biya, et qu'aujourd'hui, qu'on lui dise qu'il est qualifié en huitième de finale, il va rencontrer qui? Les Lions indomptables. Ce n'est pas une coïncidence qui a été préparée en avance, c'est le destin. Mais alors, c'est dire qu'un coup de chance qui peut-être ne portera pas bonheur, peut-être. Je suis Cameroun avant tout et puis je voudrais que les Lions gagnent de toutes les façons. Vous avez vu les images aussi? Oui, bien sûr. On a même lors de la cérémonie d'ouverture, d'ailleurs, le président de l'Union des Comores, l'Union des Comores était là. Il a tenu à faire le déplacement justement pour accompagner et témoigner son soutien à ses compatriotes. Sur le plan diplomatique, c'est vrai, c'est un symbole, mais je pense qu'une fois les 22 acteurs rentrer sur le rectangle vert de Olembe, tous ces éléments-là ne vont plus compter. La seule chose qui va compter pour l'une ou l'autre des équipes, c'est de mettre les moyens de son côté pour pouvoir s'en sortir de cette confrontation-là avec une qualification.
Et j'espère et j'ai foi que du côté du Cameroun, on va pouvoir mettre les ingrédients qu'il faudra pour pouvoir continuer à faire rêver ce peuple camerounais qui rêve de voir cette anomalie de 1972 être enfin réparée et de voir le Cameroun remporter un titre à domicile. Pour remporter, il faut être qualifié et jouer au soir du 6 février prochain. Mais il y a une équation à résoudre, celle de Comores en 8e de finale. Pour vous brosser un tout petit peu le parcours de Comores, de prendre l'ambiance qui a prévalu lors des vestiaires après la qualif, c'était face au Ghana. Le Comores a joué son premier match, c'était contre le Gabon. Le Gabon est venu difficilement, vous l'avez souligné, à bout des Comores sur le score étriqué d'1-0. Ensuite, le Comores a joué le 14 janvier dernier, c'était contre le Maroc. Défaite, 2-0. Ils ont tout jeté comme dévolu sur le Ghana. Donc, Youpele avait prédit, après sa défaite contre le Gabon, qu'il devait se qualifier face aux Comores. Un discours qui a plutôt donné un esprit de challenge à l'équipe comorienne. On va donc aller regarder ensemble la belle ambiance qui a prévalu dans les vestiaires après l'annonce qu'ils sont qualifiés comme meilleur troisième. On se retrouve après. Vous avez fait. 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 Vous ici Pépéza. La nouvelle ici Tayajué. Les gars, vous avez fait nous. Là, l'hymne du Comore repris dans les vestiaires, c'est célébrer cette qualification. Vous l'avez dit, pour eux, le tour déjà est joué. Oui, c'est de belles images de foot. C'est le foot tel qu'on aime le voir. Je pense que c'est une qualification qui pour eux était presque inattendue malgré leur victoire lors de la dernière journée face au Ghana, parce qu'il faut quand même dire que leur qualification était très hypothétique, était justement tributaire aux résultats qui devaient avoir lieu à la fois dans la poule de la Côte d'Ivoire et également celle du Mali. Et je pense que la défaite de l'Algérie lors de ce dernier match face à la Côte d'Ivoire qui qualifie à mon avis cette équipe du Comore avec 3 points et un goal à virage qui ne leur était pas très favorable avant l'entame de ces dernières journées. Ce qui à mon avis peut largement justifier ces scènes de joie et ces scènes d'émotion qu'on a observées du côté comorien après l'annonce de leur qualification pour les 8e. Les grandes nations étaient en difficulté. Et quand on parle des grandes nations, on a dit que l'Algérie, en difficulté, s'est évincée de cette compétition suite à des forfaits, à des défaites enregistrées. Et aussi le Sénégal, très grand favori, super favori attendu, comme étant la véritable équipe redoutable de cette compétition, s'est qualifiée dans la douleur. La Tunisie également. De toutes les façons, on va se dire en un mot que cette Coupe d'Afrique, pour ceux qui s'y accordent, semble n'avoir pas été au goût. Alors, n'avoir pas été facile pour les équipes maghrébines. Je pense l'avoir dit ici dans une de nos productions. La Coupe d'Afrique des Nations a ceci de particulier que les rencontres sont généralement très serrées. Et je l'ai encore réitéré tout à l'heure à l'entame de ce programme, que chaque compétition revêt forcément sa dose de surprise. Et cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas dérogé à la règle. Pour ce qui est de l'Algérie, par exemple, c'est une nation qui a été annoncée comme étant un des grandissimes favoris de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'avait pas perdu de rencontre depuis plus de 2 ans, qui restait sur une série de 35 matchs sans la moindre défaite. Mais j'ai l'impression que du côté algérien, ils ont un petit peu planté le décor de cette élimination, déjà parce qu'ils sont arrivés
à mon sens, en terre camerounaise, avec énormément de préjugés. On les a vus se plaindre dès le début de la compétition. Ils se plaignaient un petit peu de tout. Et généralement, lorsque vous êtes un sportif et que vous commencez à vous plaindre des éléments qui sont extérieurs au jeu et à la performance, c'est un signe de faiblesse. Parce que quand vous êtes conscient de vos forces, quand vous vous concentrez sur vos forces, quand vous êtes concentré sur votre compétition, vous n'avez pas le temps de regarder les petits manquements. Encore que les éléments pour lesquels ils se plaignaient, ils étaient quasiment les seuls à se plaindre. On les a vus se plaindre de la pelouse pendant l'entièreté de leurs 3 rencontres. Mais pour nous qui avons fait un tour du côté du Japoma sur certaines rencontres, ou alors qui avons observé certaines rencontres à la télé, certaines fois, on n'avait pas l'impression que la pelouse avait un problème de qualité. Les gens se sont arrêtés sur l'aspect visuel de la pelouse en critiquant justement le déficit de verdoyance de cette pelouse-là. Mais généralement, lorsqu'on dit qu'une pelouse n'est pas bonne, c'est que soit elle est bosselée, soit elle est beaucoup trop grasse et dont les joueurs n'ont pas de très bons appuis, ou alors elle est beaucoup trop sèche. Mais ces 3 éléments-là n'étaient pas visibles sur la pelouse de Japoma, et ce qui la rendait largement aux normes du praticable. Et on a d'ailleurs vu que les autres équipes se sont produites sur cette pelouse sans trop de difficultés. Mais l'Algérie, dès la première rencontre où elle a été tenue en échec par une valeureuse équipe de la Sierra Leone, à mon avis, ça leur a donné un coup au moral et ils n'ont jamais véritablement su trouver les armes pour se remobiliser et se remotiver sur le plan psychologique. Ça s'est poursuivi lors de la deuxième rencontre face à la Guinée équatoriale, où ils perdent la rencontre en toute fin de match. Et que dire de cette dernière rencontre face à la Côte d'Ivoire, où ils n'ont totalement pas existé durant l'entièreté de la rencontre. Donc finalement, on se dit que les préjugés de départ par rapport au statut a priori de favori de cette équipe d'Algérie se sont déconstruits au fil des 3 matchs de poule, parce que dans le contenu, dans le comportement, dans l'attitude, malheureusement, Djamel Belmadi et ses hommes n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir assumer ce statut de favori et continuer la compétition. Alors, Yvan, à qui la faute? La faute du groupe des joueurs uniquement, et que le coach peut se dédouaner, ou alors le coach s'est tout aussi mêlé dans ces invectives que les Algériens nous envoyaient. Vous le voyez aussi, Belmadi, ayant une part de responsabilité. Bien sûr, lorsqu'on est entraîneur d'une équipe, autant les succès vous mettent en haut, autant lorsqu'il y a des défaites, vous faites forcément partie des responsables de ces échecs-là. Dans certaines sorties médiatiques, on a entendu parfois Djamel Belmadi s'appuyer sur la qualité de la pelouse. Et volontairement, consciemment ou inconsciemment, ça a un impact sur le plan psychologique sur vos joueurs. Malgré le fait que dans cette équipe d'Algérie, il y a beaucoup de joueurs d'expérience, Riyad Mahrez, Yassine Brahimi, Bagdad Bounedjah, il y a tellement de joueurs expérimentés dans cette équipe-là, mais j'ai l'impression que sur cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ils n'ont justement pas su ressortir ce facteur expérience pour phagocyter ces éléments qu'eux, ils considéraient comme étant des facteurs limitants à leur performance et de le capitaliser à leur avantage. La Côte d'Ivoire, par exemple, ne s'est jamais plainte de la pelouse. Et on a très bien vu qu'elle a joué ses 3 matchs. Normalement, elle a terminé premier de son groupe. Donc, pour revenir à ta question, je pense que Djamel, il est forcément quelque part responsable de cette débâcle algérienne. Mais les joueurs cadres de cette équipe, à mon avis, ont également une partie de responsabilité, parce que lorsque le plateau est en train de tanguer, quand il commence à prendre de l'eau, si le niveau de l'encadrement technique, l'entraîneur n'a plus les moyens de maîtriser un certain nombre de choses. On l'a parfois vu dans des vestiaires. Ce sont des joueurs cadres qui essaient de prendre les choses en main pour essayer de redresser la barque. Mais là, on a l'impression que l'eau a amené un petit peu tout le monde. Et ceci étant, je pense que chacun a forcément sa part de responsabilité dans cette déculottée algérienne. Quelque part, il est dit, je suivais encore une interview très approfondie de Riyad Mahrez qui reconnaissait quelques insuffisances remarquées par rapport à cette débâcle. Je crois que nous allons justement écouter Riyad Mahrez, des propos captés par notre fin lignée Alain Denis Ikoul. Voici ce qu'il a dit. Je pense qu'on a mis tout en œuvre pour essayer de passer, pour essayer de gagner. On ne l'a pas fait. Je pense que surtout sur ce match, on n'a pas été au niveau. Moi le premier, j'assume et je prends toutes les responsabilités.
Et voilà, c'est ça, ça fait partie du football. On gagne, on perd. On a tout donné. On ne peut rien faire Inch'Allah, on reviendra plus fort. Non, jamais. État d'esprit, jamais. On est une équipe qui donne tout. Les conditions sont pas faciles. C'est pas pour chercher des excuses. Les conditions sont très, très, très difficiles. Et voilà, on a eu du mal rentrer dans on a du mal à rentrer dans le tournoi. On n'a pas gagné le premier match qui nous met tout de suite dans le dur. Le deuxième, on le perd. Et le troisième, on est déjà presque la tête sous l'eau. On essaye de tout donner et on perd ce match. Voilà, il faut qu'on relève la tête. Il faut qu'on reste soudés. On a gagné, on a gagné ensemble. Là, on perd. On a gagné ensemble, on perd ensemble. On sent quand même que dans une attitude, dans des attitudes qui ont été présentées pendant cette compétition du camp algérien, il y a quelqu'un qui sort du lot, Riyad Mahrez, qui reconnaît qu'ils n'ont pas fourni grand chose dans cette compétition et qu'ils reviendront plus fort, a-t-il dit. Oui, c'est une C'est du réaction. fair play, absolument. Oui, c'est surtout une réaction pleine de lucidité. Et je pense qu'il ne peut pas se défiler face à cet échec. Lui qui, d'ailleurs, sur cette dernière rencontre, a manqué un pénalty très important qui aurait pu remettre son équipe dans le coup. Sur les 3 matchs, il n'a pas véritablement pesé au niveau où on l'attendait, comme ça avait été le cas, par exemple, en 2019, où ils ont été sacrés. Mais au-delà de cette réaction sous fond de mea culpa, je pense qu'il y a également cette volonté de remobiliser les troupes algériennes après avoir reconnu l'échec, après avoir accepté l'échec. Et il a quelque part remobilisé un petit peu les troupes parce qu'il ne faut pas oublier une échéance très importante qui arrive pour l'Algérie dans 2 mois, à savoir les qualifications pour les barrages justement qualificatifs pour le mondial qatari qui aura lieu en fin de cette année-ci. Donc ceci dit, malgré cet échec-ci, il va falloir rester mobilisé côté algérien pour essayer, à travers cette double confrontation qualificative pour la Coupe du Monde qui arrive, essayer de faire oublier cette débâcle camerounaise. Essayer de faire oublier cette débâcle camerounaise. J'avais une question qui me venait à l'esprit. Elle semble avoir été évacuée. Le temps de jeter un coup d'œil sur ma paperasse. L'homme n'est rien sans son bord, dit-on, n'est-ce pas, chers internautes? Et merci de continuer à vous abonner, à liker et à inviter bien d'autres de votre répertoire à nous joindre sur notre page CFoot. Et vous savez que nous ne faisons pas des efforts préliminaires, plutôt nous faisons des efforts pleins pour vous donner et vous mettre au parfum de l'information de foot. Vous ne perdez rien, vous êtes les premiers d'ailleurs, chers internautes, à être informés du football, et notamment pour ce qui est de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, on parlait de l'Algérie, maintenant on va parler du Ghana. Le Ghana qui n'a pas peut-être fait des sorties épistolaires, mais alors, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là aussi, il y a eu trop de suffisance. Je pense qu'il a manqué de beaucoup de choses à cette équipe du Ghana. Déjà, le premier constat qu'il convient de faire d'emblée, c'est que c'était un groupe ghanéen qui est arrivé au Cameroun un petit peu hybride dans sa constitution. C'est une équipe qui est un petit peu à la croisée des chemins intergénérationnels, avec un groupe constitué d'André Ayou et autres qui sont là depuis très très longtemps et qui sont un petit peu sur la sortie, et un autre groupe de jeunes joueurs qui arrivent. Dans cette mayonnaise-là, entre les plus anciens et ceux qui découlent la sélection depuis très peu, n'a malheureusement pas pu prendre sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous regardiez cette équipe se déployer, que ce soit lors de leur première sortie face au face au Gabon, face au Maroc, où ils perdent 1-0. Cette rencontre, je l'ai commentée pour le compte d'une autre chaîne. Il manquait de beaucoup de choses. Les joueurs cadres que sont Thomas Partey, André Ayou, son frère Jordan Ayou, n'ont forcément pas été au niveau sur cette compétition-ci pour pouvoir espérer tirer les autres jeunes joueurs dans cette sélection vers le haut.
Du coup, collectivement, le jeu de l'équipe et donc le résultat en ont pris un coup. Et je pense que ce sont et d'ailleurs, quand vous voyez les scènes où certains joueurs ghanéens craquent complètement au niveau des nerfs, que ce soit contre le Gabon ou lors de la dernière journée face aux Comores, cela est assez révélateur justement de l'état d'esprit assez fébrile avec lequel cette équipe ghanéenne essaie de déployer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est qui finalement, malgré le statut d'outsider dont on l'habillait avant le début de la compétition et malgré ces 4 titres dans cette compétition-ci, n'est finalement pas une surprise lorsque vous regardez comment est-ce que cette équipe s'est comportée durant ces 3 matchs de phase de poule. Alors là, c'est le Ghana. Et quand on parlait encore de cette Coupe d'Afrique qui ne cesse de nous donner des surprises, les petits poussets. Les petits poussets, qu'est-ce qui peut expliquer? C'est aussi là un problème de génération des équipes aux lettres d'or. Avant, il y a quelques années encore, mon cher Yvan, vous le savez, quand on présentait une affiche, Cameroun, Comores, on était d'office sûr que les Camerounais pouvaient gagner. D'office. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais qu'est-ce qui fait donc à ce que les grandes nations de football, est-ce qu'on va expliquer qu'elles commencent à s'endormir et que les petites nations, entre guillemets, j'aime pas le mot petite nation, commencent plutôt à se réveiller? Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de fréquence, cette confiance qui change pratiquement? On dit-on, pour les chasseurs, l'arme change d'épaule, le 6 devient le 9. Comment ça peut s'expliquer? Je pense que dans les autres pays, ça travaille. Ça bosse dur dans ces nations-là qui étaient considérées autrefois comme étant, entre guillemets, des petites nations de football. Et je pense que dans ce sens-là, la démocratisation des facteurs et des valeurs de performance en football les y a un peu aidés. Au fil des années, on constate qu'il y a une sorte de rééquilibrage en termes de niveau de performance des différentes nations. Le gap entre des nations considérées comme étant très grandes nations de football et ces nations autrefois considérées comme petits poussés sur l'échiquier africain, ce gap-là s'est un petit peu resserré, eu égard justement au fait que dans ces petites nations-là, on essaye de bosser pour se mettre au niveau des locomotives du football sur l'échiquier africain, aider peut-être en cela par un certain nombre de micro-projets sur le plan footballistique qu'a décidé de mettre la FIFA sur pied depuis un certain nombre d'années, notamment les projets GOL qui vivent à développer sur le plan infrastructurel le football dans certaines nations pour permettre justement au football d'avoir un meilleur essor dans ces différents pays-là. C'est ce qui peut justifier aujourd'hui qu'on ait un bon contingent d'équipes qui soient classés au-delà de la 100e place au niveau du classement FIFA, qui réussissent à réaliser de bonnes performances justement en Coupe d'Afrique des Nations. Face aux équipes du top 30, du top 20. Voilà. Ouais. Ça veut dire que résolument, ça bosse dur dans ces différents pays-là. Et désormais, les grandes nations savent que leur statut de grande nation, ils devront désormais le démontrer à travers les différentes éditions de Coupe d'Afrique des Nations, parce que désormais, il n'y aura plus de tickets a priori acquis pour ces nations qu'on considère comme étant des cadres du foot africain. Ah tiens, Yvan, on allait passer, ça allait être une grosse bourde professionnelle de ma part. Je me rattrape à l'instant, le Sénégal. Le Sénégal de Sadio Mané, pour aucun, les Camerounais et certains internautes l'ont taxé de pleurnichard. Il le jouait les matchs de 13h, a-t-il dit, et après il a joué 17h. Ils se sont qualifiés, oui, mais dans la douleur extrême. Cette équipe du Sénégal, est-ce qu'on peut encore parler de grandissimes favoris? L'équipe du Sénégal fait-elle peur? Vous la craignez, vous? Moi, personnellement, ce n'est pas mon avis qui compte, même si je vais dire de façon péremptoire que ce n'est pas une équipe qui me fait autant peur que ça, outre mesure. Ça fait partie pour moi des déceptions de cette phase de poule, le Sénégal, malgré leur qualification très poussive. Tu l'as souligné tout à l'heure. Honnêtement, en termes d'arguments, on attendait beaucoup mieux de cette équipe des Lions de la Teranga. En termes d'effectifs, c'est une des équipes les mieux loties, si ce n'est l'équipe la mieux lotie individuellement parlant de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Mais lorsqu'on a vu cette équipe se déployer sur le terrain, on a véritablement l'impression que ces différentes individualités du côté de l'encadrement technique sénégalais, on a encore du mal à trouver un véritable lien et à trouver la bonne formule qui puisse leur permettre de produire un jeu séduisant comme on l'attendait. Mais ça ne s'explique pas, Yvan. Ce groupe est là depuis. Ce groupe a joué la Coupe du Monde. Ils ont joué la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte. Ils ont été finalistes malheureux face à l'Algérie. Ils reviennent. Donc, une explication, je vous sens.
vous voulez à tout prix forcer de dire quelque chose. Oui, mais Cissé n'est pas... Il faut forcément trouver des grilles d'explication pour expliquer cette difficulté qu'a le Sénégal actuellement dans cette compétition-là. C'est une déception, on ne va pas le dire, malgré leur qualification. On voit une équipe du Sénégal avec un tel potentiel en termes de constitution d'effectifs, inscrit seulement un but. En 3 matchs, il y a seulement 2 équipes qui font pire. Je crois que c'est le Zimbabwe et une autre équipe qui ont réussi à sortir de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 0 but encaissé. Mais sur le reste des nations, par exemple les 16 nations qualifiées pour les 8e de finale, le Sénégal est l'équipe qui a la pire attaque de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont inscrit un seul but et un but sur penalty au bout des arrêts de jeu. Honnêtement, ce n'est pas à ce niveau qu'on attendait cette équipe du Sénégal. Ils sont d'ailleurs passés pas loin de l'élimination parce que n'eût été ces 2 nuls vierges, 0 but partout face à la Guinée et je crois face au Zimbabwe ou au Malawi, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, on aurait les 2 grandissimes favoris de la compétition, out de cette compétition-là. Donc, je vais dire que le Sénégal, pour l'instant, a réussi à maintenir l'essentiel au-delà de tout. Mais pour le tour suivant, je crois qu'ils vont affronter la Tunisie. Non, pas la Tunisie. Ils vont affronter le Cap-Vert. C'est un adversaire d'un tout autre niveau. On a d'ailleurs vu sur ces derniers matchs de poule face au Cameroun que c'est une équipe qui avait beaucoup d'arguments à faire valoir dans le jeu. Si cette équipe du Sénégal veut espérer aller loin dans cette compétition-là, il faudra obligatoirement montrer tout autre chose dans le jeu. Bien, après vous avoir écouté, nous allons écouter 2 joueurs en version compilée. D'abord Koulibaly et ensuite l'attaquant des Lions de la Teranga, Sadio Mané. Ouais, ça a été très difficile. On sait que beaucoup attendaient mieux, attendaient 9 points. Mais c'est la magie de la CAN. Il n'y a pas de petite équipe. On sait qu'on a vu des équipes se faire surprendre. Heureusement, le Sénégal ne s'est pas fait surprendre. Il a réussi à gagner un match et faire 2 matchs nuls. On a été une équipe solide, même si je pense qu'on peut encore mieux faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes derrière nous. Je comprends les Sénégalais qui sont au pays, qui attendent un plus beau Sénégal. Mais voilà, il faut continuer à travailler. Je sais qu'on est capable encore de mieux faire et on fera mieux, Inch'Allah. Ça, c'est un secret, mais voilà, je sais que beaucoup attendaient de moi. Je savais que ça allait être difficile pour moi parce qu'1 mois et demi sans jouer, c'est beaucoup pour un joueur. Mais je ne me cache pas derrière ça. Je sais que je dois mieux faire. Je sais que je dois donner plus de sécurité à cette équipe parce que c'est en donnant de la sécurité à cette équipe que devant, ils feront encore de meilleures choses. Je sais que ce dont les gens attendent de moi et je vais continuer à travailler pour donner ce que le pays mérite. Et je leur demande juste d'être patient parce que voilà, je sais que vous attendez qu'on gagne tous les 3 matchs, qu'on ait 9 points, qu'on survole tout. Mais regardez, la CAN est très difficile. C'est vraiment très très difficile. Il n'y a aucune petite équipe et on l'a vu encore ce soir. Le Malawi nous a mis en difficulté. Vous savez, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est la qualif. Et même si on est tous conscients de la situation actuelle de l'équipe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis cette sélection pendant 10 ans et je pense que ce soit les matchs de poule de la CAN ou les éliminatoires, on a toujours cartonné. Je pense que vous êtes au courant de ça. Et cette CAN, c'est pas la même. On est conscient, bien sûr. C'est difficile pour nous tous, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est retenu maintenant, c'est la qualif. Il faut juste être patient. On va essayer de travailler davantage pour nous améliorer et surtout aller jusqu'au bout parce que c'est l'objectif. Cette CAN est difficile. En un mot, voilà, en ces termes dont on peut paraphraser Sadio Mané. C'est dur, Ivan. Oui, mais on le savait d'emblée que c'est une compétition qui est difficile. Gagner une Coupe d'Afrique des Nations n'a jamais été une partie aisée pour quelques nations que ce soit. Mais cette équipe du Sénégal aujourd'hui ne peut pas se cacher derrière cet argument. En 2017, ils étaient déjà les favoris, ils se sont fait sortir en quart de finale par le Cameroun. Lors de la dernière édition, ils ont pu accéder en finale. C'était déjà un progrès par rapport à l'édition précédente. Mais sur cette édition-ci, ce qu'on attend de cette équipe du Sénégal, notamment du côté de Dakar, c'est que Sadio Mané et ses coéquipiers reviennent avec le trophée du côté du Sénégal, que le Sénégal enfin
puisse être hissé pour la première fois de son histoire sur le toit de l'Afrique. Quand vous avez le meilleur gardien africain qui vient encore d'être sacré meilleur gardien de l'année au trophée, aux récompenses FIFA Best, quand vous avez pratiquement le meilleur défenseur central d'Afrique, Kalidou Koulibaly, quand vous avez un des meilleurs attaquants africains en la personne de Sadio Mané, vous avez Abdou Diallo, titulaire quasiment du côté du PSG, au milieu de terrain, vous avez tellement, quand vous avez toute cette matière-là du côté du Sénégal, honnêtement, vous ne pouvez pas vous cacher derrière un quelconque argument. Vous devez assumer votre statut et au niveau du contenu de votre rencontre, vous devez mettre les ingrédients qu'il faut pour répondre présent. Pour l'instant, comme Sadio Mané l'a dit, ils ont malgré tout réussi à obtenir leur qualification. Mais honnêtement, je pense que ce soit le peuple sénégalais, que ce soit les autres férus de football en Afrique, on attend nettement mieux de cette équipe des Lions du Sénégal. On parle de Coupe d'Afrique. Et quand on parle de Coupe, pour gagner, il faut atteindre la finale et la remporter. Mais alors, si on parlait d'un championnat et qu'on s'arrêtait là, après ces matchs des premières, deuxième et troisième journées des sous-poules, il y a une équipe qui serait sacrée champion d'Afrique. C'est le Nigeria. Carton plein, 9 points sur 9, M. Yvan. Nigeria, statistique s'affole. 6 buts marqués, un seul but encaissé. Cela s'appelle du succès bien travaillé. Il n'y a pas au Nigeria ce qu'on appelle des victoires spontanées. On gagne parce qu'on mérite. Oui, c'est un message fort. Hein? Oui, c'est la seule équipe qui a réussi à terminer cette phase de poule avec 9 points sur 9. 9 points pour autant possible. Dans le jeu, c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'arguments, même si personnellement, moi qui ai revu l'entièreté de leurs 3 matchs de poule, c'est une équipe qui me semble quand même avoir beaucoup de failles dans le jeu. Elle a une ligne offensive qui marche plutôt bien avec une sorte de pressing dès la perte de la balle qu'elle vous impose et essaie justement de récupérer les ballons relativement haut et se projette très vite vers l'avant. Mais c'est une équipe qui également, à travers le positionnement de son bloc généralement très avancé, laisse beaucoup d'espace dans son dos et donc en cela constitue une faille pour cette équipe du Nigeria. Mais au-delà de tout, ça fait quand même partie des équipes, si ce n'est l'équipe qui a fait la meilleure impression une des meilleures impressions en tout cas sur cette phase de poule et ça fera partie naturellement des équipes qui seront à suivre dans cette phase d'élimination directe. Le Nigeria, depuis beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations, n'est pas souvent présenté comme favori. Et depuis 5, 6, 7 Coupes d'Afrique, le Nigeria n'a pas encore remporté depuis beaucoup d'années déjà. Alors là, ils nourrissent beaucoup d'ambition pour cette Coupe d'Afrique. Vous les voyez-vous ? Une fois la phase des poules franchie, désormais tout est possible. Ouais. Le Nigeria fait partie des équipes les plus expérimentées dans cette compétition. 3 titres dans leur escarcelle. J'ai l'impression que le changement de staff technique à la veille de cette compétition s'y a créé une sorte d'électrochoc dans ce groupe nigérian-ci. Ouais. Et pour l'instant, justement, ils sont en train de surfer sur la vague de cet électrochoc. Après, ça suffira pour les porter jusqu'en finale ou pour les porter jusqu'à la victoire finale ou ça ne suffira pas. Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Mais s'il faut s'arrêter sur la performance de cette équipe en phase de poule, on est obligé de reconnaître qu'elle a laissé une très 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 bonne impression et nul doute que si elle continue à mettre un tel contenu dans ces matchs-là, il y a de fortes chances qu'elle aille très loin dans cette compétition. Je verrai une finale, pourquoi pas Nigeria-Cameroun, puisque les deux équipes ne pourront pas se rencontrer avant la finale de cette compétition. Leur dernier titre remonte à 2012, après l'édition de 2012. Je crois que c'était Stephen Keshi qui était encore manette de l'équipe. Le président nigérien Muhammadu Buhari, par rapport à tous les problèmes qu'il y avait au sein de la fédération nigériane de football, avait décidé de dissoudre la fédération et de refonder les bases pour repartir sur des bases de construction de nouveaux succès. C'est vrai, ça a pris un certain temps. En 2013, il n'y était pas. Je crois qu'en 2015 également, le Nigeria n'était pas là. Mais ils sont revenus en 2017. Ils ont fait, 19, je crois, 2019, ils ont fait, je crois, quart de finale ou demi-finale, si mes souvenirs sont bons. Là, ils semblent revenir littéralement dans la peau d'une équipe très concurrente, tout au moins au regard de ce qu'ils ont démontré jusqu'ici. Et tout au moins au regard croisé. Donc, je vous invite à vous jeter dans une imagination concrète. Si le Cameroun et le Nigeria ne s'affrontent pas jusqu'en finale et que vous souhaitez que le Cameroun rencontre le Nigeria, il y a aussi l'évidence que le Cameroun rencontre la Tunisie, puisque le Nigeria joue contre la Tunisie.
Oui, le Nigeria va jouer contre la Tunisie sur ce huitième de finale. Un huitième de finale qui se présente comme choc, étant hein. un des chocs de ce huitième de finale entre deux anciens vainqueurs de la compétition. La Tunisie, qui je l'espère va récupérer les 12 cas Covid, parce qu'on ne l'a peut-être pas souligné assez, mais sur leur dernière rencontre qu'ils perdent dans les tout derniers instants hier face à la Gambie, ils étaient amputés de 12 joueurs pour cause de Corona, ce qui a énormément perturbé les choses côté tunisien. Les réalités des phases de poule ne seront absolument pas les réalités de ces phases d'élimination directe parce que les matchs de très très haut niveau généralement se gagnent sur le plan tactique et je pense qu'à ce jeu-là, c'est l'équipe qui sera le plus futée sur le plan tactique qui va pouvoir tirer son épingle du jeu. Eh bien, ça nous jette le pied dans la fourmilière et puis après ce Nigeria-Tunisie, c'est pour le 23 janvier prochain à partir de 20h. Mais bien avant, il y aura, on va le parler ainsi, ce match comme match d'ouverture de ces huitièmes de finale. À 17h, le même 23 janvier, Burkina Faso contre le Gabon voisin. Alors là, pour moi, ce sont peut-être deux équipes outsiders de cette compétition, si on regarde ce qu'ils ont montré sur cette phase de poule-ci. Mais je puis quasiment miser une pièce sur cette rencontre-là que ça risque probablement être une des plus belles rencontres de ces huitièmes de finale parce que c'est une rencontre qui va opposer a priori deux équipes qui se valent sur le papier, deux équipes qui ont montré beaucoup d'ambition dans le jeu sur ces phases de poule, notamment le Gabon qui moi personnellement m'a beaucoup surpris. J'ai l'impression que l'éviction des deux cadres, des deux stars de cette équipe, à savoir Pierre-Henri Aubameyang et Mario Lemina, a un petit peu libéré le reste de l'équipe. Quand on les voit jouer, c'est une équipe qui joue ensemble, qui attaque ensemble, qui défend ensemble, très conquérant dans le jeu. En termes de détermination, c'est un des exemples sur cette phase de poule, sur cette CAN jusqu'ici. Le Burkina Faso, qui a peut-être eu un début timide face aux pays organisateurs, mais qui derrière a su quand même faire montre de certains arguments qui lui ont permis de terminer deuxième de la poule et donc d'accéder à la suite de cette compétition-ci. Pour moi, c'est une rencontre très équilibrée sur le papier et qui, à mon avis, vaudra bien le détour. Sénégal-Cap-Vert, c'est du donné cadeau? Il faut faire attention. Non, pas du tout. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vous ai dit, cette équipe du Cap-Vert, c'est une équipe qui est assez particulière. C'est une équipe qui aime le ballon. C'est une équipe qui n'a pas justement peur de jouer lorsqu'elle a le ballon. Sur cette phase de poule-ci, c'est une des équipes qui totalise la plus forte moyenne en termes de passes réussies dans une rencontre. Elle tourne quasiment à 500 passes réussies dans une rencontre. Une des équipes qui a un des taux les plus élevés en termes de pourcentage de balles dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est également une équipe qui a une certaine facilité à se créer des décalages sur le plan offensif et donc des occasions qui débouchent très souvent par des tirs. Ouais. Ceci étant, c'est une équipe à laquelle il va falloir faire très très attention parce que comme je le disais, la réalité des phases de poule ne seront pas forcément les mêmes réalités sur cette phase d'élimination directe. Il suffit pour le Sénégal de concéder un but tôt dans la rencontre face au Cap-Vert. Du coup, le doute s'installe dans les esprits et ça peut donner lieu à une toute autre rencontre. Sur le papier, en termes de qualité, individuellement, le Sénégal part, bien sûr, avec l'avantage des favoris. Mais sur ce que les deux équipes ont démontré sur cette phase de poule-ci, j'ai envie de dire que c'est plutôt, à mon avis, du 50-50. Et puis, ce match choque. C'est même le match le plus... c'est le match le plus attendu. Côte d'Ivoire, Égypte, là aussi, il y aura forcément des plumes qui vont rester sur l'aire de jeu. Oui, il y aura forcément un décador africain qui va rester sur le quai au terme de cette rencontre-là. L'Égypte, pour moi, faisait peut-être partie de ces équipes qu'on considère comme outsider ou alors favoris en fonction du prisme par lequel on l'analyse. Mais sur cette phase de poule, pour moi, c'est une très, très, très timide équipe d'Égypte que moi j'ai vue. J'attends voir mieux de cette équipe, de cette équipe-là. C'est une équipe qui, pour moi, affiche trop peu de conviction dans son jeu. Quand on voit le contenu que la Côte d'Ivoire a mis dans son
dans sa victoire face à l'Algérie hier, qui aura en plus de ça l'avantage d'évoluer sur le stade dans lequel il évolue depuis le début de la compétition, et qu'on sait que l'Égypte va se taper plus de 1000 km ou alors une 300aine de kilomètres puisqu'elle a joué son dernier match du côté de Yaoundé, et ça nécessite une acclimatation nouvelle, une adaptation nouvelle dans un contexte différent, un environnement différent. Ce sont forcément des éléments qui vont jouer à la défaveur de l'Égypte et donc à la faveur de la Côte d'Ivoire, mais sur le papier, ça reste une très très belle affiche de Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, il y aura tout aussi la rencontre Guinée-Gambie, Mali, Guinée équatoriale. Je vous donne, chers internautes, en titre de rappel, les affiches de ces huitièmes de finale. Le Burkina Faso sera aux prises contre le Gabon, le Nigeria, Tunisie. La Guinée-Gambie, Sénégal, le Cap-Vert, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire, Égypte, Mali, Guinée équatoriale. Et pour cette autre affiche, on s'est prononcé largement à l'entrée de jeu de cette émission. Mais pour ceux qui nous joignent à l'instant, les internautes, pour les plus fidèles et pour tout le respect, Yvan, que nous avons envers eux, nous allons encore épiloguer pour 1 minute Cameroun contre Comores. Une affiche déséquilibrée pour les uns, équilibrée pour les autres. Et puis, on n'a qu'à se dire que le Cameroun a là un moyen, pourquoi pas, de gagner et d'aller pour les quarts de finale. Mais attention, vous le dites, attention aux Comores, c'est une équipe imprévisible qui peut prendre d'un but le match et contrôler la situation jusqu'au coup de sifflet final. Bien sûr, il faut toujours faire très attention à ce type d'équipe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'accéder pour cette nation en huitième de finale, pour moi, c'est déjà une réussite pour leur Coupe d'Afrique des Nations. Une première édition, vous réussissez déjà à franchir. Ils vont jouer de façon libérée, les phases de poule, bien sûr. Sans pression. Je pense qu'ils vont aborder ces huitièmes de finale libérés dans leur esprit, sans véritable pression et avec l'insouciance qui caractérise généralement les petites équipes entre guillemets. Ce qui sont des facteurs qui vont l'amener, à mon avis, à être quand même relativement dangereux vis-à-vis de cette équipe du Cameroun. Maintenant, le Cameroun, il ne faut pas qu'on se trompe. On ne va pas faire la fine bouche, on ne va pas faire la langue de bois. Le Cameroun part largement favori dans cette compétition face aux Comores. Notre dernière confrontation s'est soldée par une victoire à 3-0 du côté de Yaoundé face à cette équipe du Comores. On a l'avantage de jouer à domicile, donc devant notre public, qui va constituer un élément de poids en termes de boost pour cette équipe des Lions indomptables. Les impressions qu'on a laissées sur les phases de poule sont plutôt positives. On a terminé avec la meilleure attaque, même si sur le plan défensif, il y a quelques éléments qu'il faudra corriger. Donc, avantage Cameroun, mais attention quand même à ce candidat Comores qui est capable de nous poser beaucoup de problèmes dans le jeu. Allez, sur cette note, Yvan, on va se séparer malheureusement. Je dis malheureusement parce que je juge que l'émission se donne beaucoup de plaisir à nos internautes qui veulent même qu'on passe nous ici, mais nous avons des responsabilités et des obligations. Une production, ça nous coûte. Il y a des techniciens derrière des caméras, il y a nous sommes là. Donc nous vous disons merci infiniment. Et puis Yvan, merci également à vous d'être là pour le bien de nos internautes. Ils sont des milliers à nous regarder, à nous écouter. C'est un plaisir sans cesse renouvelé. Merci à tous ceux qui nous font confiance et qui sont connectés à chaque fois au travers de leurs appareils pour écouter les analyses que nous faisons ici modestement. Mais je sortirai en disant quand même un mot sur la rencontre Gambie-Guinée. Au-delà de la rencontre Gabon-Burkina Faso, pour moi, c'est une autre rencontre qui apparaît très équilibrée sur le papier face à avec une équipe de Gambie qui a terminé premier de sa poule devant le Mali, devant la Tunisie. C'est dire que c'est une équipe qui a beaucoup d'arguments à faire valoir dans le jeu. Elle a arraché sa première place dans les tout derniers instants face à la Tunisie hier. À côté de cela, on a une équipe de Guinée qui a démontré de très très belles choses, amenée par un Naby Keita tel qu'on le voit souvent du côté de Liverpool, qui est d'ailleurs un des 2 joueurs à avoir été 2 fois homme du match jusqu'ici dans la compétition. C'est dire pour moi que c'est une rencontre qui vaudrait également le détour. Et je pense que ce sera un très très beau match entre 2 valeureuses équipes de Guinée et de Gambie. Merci Yvan, merci infiniment. Merci à vous également, chers internautes. Sans vous, nous ne sommes rien. Et sans ceux qui sont derrière les appareils techniques, nous ne sommes rien. Ils sont une dizaine de personnes derrière les appareils. On ne peut pas toutes les citer, mais on va dire merci au responsable des opérations techniques, M. Karim Soudan, qui s'est plié en 1000 pour la production de cette autre émission. On se retrouve à très vite. Passez des excellents moments et surtout, restez connectés
c'est foot. Vous l'êtes jusqu'au bout des doigts. Yeah, and we say